première chose, évidemment, c'est que fouiller la synagogue, c'était aussi la contextualiser, c'est-à-dire la présenter dans un quartier. Alors, évidemment, il y aura une discussion éventuellement à avoir. Qu'est-ce que c'est que le Mella? Est-ce qu'il y a un Mella, etc. Bon, nous avons essayé de déconstruire cette idée de Mella. On a en tous les cas un lieu qui se voit bien sur le plan, qui est fermé par un couloir et par une porte, et qui correspond, dans les explications que nous avons actuellement, plutôt à un lignage, et plutôt, je dirais, à la famille du rabbin, avec la maison du rabbin, d'autres maisons autour, un lieu peut-être funéraire où l'on préparait les corps, avec un puits, et ensuite, évidemment, des maisons, et à l'intérieur de ces maisons, donc de la maison que nous avons appelée, nous, la maison du rabbin, la synagogue et sa guénitza. Alors, les premières choses, ça a été évidemment en plan de numéroter tout cela, de savoir dans quel lieu nous allions fouiller. Donc, ce qu'a étudié l'équipe de Judith Schlanger à l'école pratique des hautes études, c'est ce qu'on appelle l'unité 20 000. Cette unité 20 000, évidemment, ensuite, est décomposée en couches au fur et à mesure que nous sommes descendus et dans la synagogue, puis ensuite dans la guénitza. Si l'on regarde une coupe, on a deux choses jointes. On a d'une part des petites pièces. Alors il y en a probablement 5. Je dis probablement parce qu'il ne faut pas oublier que nous rentrons par un trou qui fait à peu près 40-50 cm, donc où on passe pratiquement allongé, où tous les documents ont été sortis au panier et à la brosse, donc avec évidemment les archéologues qui se relayaient pour sortir dans une poussière assez invraisemblable. Donc on avait des petits masques et évidemment des casques, puisque nous sommes en sous-œuvre, sous la maison du rabbin et sous la synagogue. Alors je vous dis probablement 5 pièces, et donc ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont les couches terminales de l'une des 5 pièces. Ce qui veut dire qu'on est dans un rapport de 20 à 30 cm fouillés sur à peu près 2 mètres de profondeur de fouille, puisqu'on sait aussi à peu près la profondeur finale, j'allais dire, des couches terminales, et d'autre part, en superficie, à peu près 50 à 60 mètres carrés, et nous sommes rentrés dans 20 mètres carrés. Donc, si vous voulez, là, on a quelque chose qui est vraiment la fin, en effet, de l'occupation de la communauté juive, et il y a probablement d'autres découvertes à faire lorsque les questions, j'allais dire, juridiques et humaines d'occupation des lieux et de squat des lieux auront été réglées par les autorités marocaines. La difficulté ensuite, outre la difficulté de la fouille, ça a été que maintenant nous nous sommes donné une obligation de préserver tout ce matériel. Alors il y a la préservation des manuscrits eux-mêmes, de documents imprimés, mais il y a aussi la préservation de la synagogue elle-même, c'est-à-dire faire sa couverture. Donc nous avons fait une couverture légère et réversible, c'est-à-dire qu'on peut tout enlever et nous n'avons touché à aucune des structures. Ça a été fait par Sarah Razendar et Camille Valla. Et aussi évacuer les eaux, c'est-à-dire prévoir un toit en paille avec une évacuation par des tubes, de façon à ce que l'entretien soit relativement facile et que ces manuscrits-là ne puissent pas être détruits par des pénétrations d'eau, par une trop grande chaleur, etc. Bien évidemment, tout cela demande un entretien et je ne garantis pas qu'actuellement l'entretien soit bien fait. Théoriquement, tout avait été contrebuté par de la terre, l'eau doit s'évacuer, mais il faut de temps en temps remonter sur le toit, voir le toit, etc. Donc on est en profondeur, sous la synagogue, dans ce que nos collègues nous ont appelé la guénitza. Alors, je dirais, Judith, pour un profane comme moi, pour un archéologue de l'histoire ancienne, qu'est-ce que c'est exactement qu'une guénitza? Quels sont, j'allais dire, les sens multiples de ce mot aujourd'hui? Oui. Nous avons parlé beaucoup de la guénitza, donc je voudrais tout simplement commencer par l'étymologie. Le mot guénitza est un substantif qui vient de la racine d'origine persane, mais qui est employé déjà en hébreu biblique, la racine ganaz, qui veut dire enfouir, cacher. C'est son sens premier. Dans la Bible, le mot apparaît dans le livre d'Esther et dans le livre d'Ezra, où il signifie le trésor du roi. Cependant, à l'époque post-biblique, à l'époque de la Mishnah, donc 2e siècle de notre ère, et plus tardivement, l'époque talmudique jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque moderne, le mot guénitza désigne un endroit spécifique où sont entreposés des documents, des écrits sortis d'usage. Il ne s'agit pas du tout d'une archive ou d'une bibliothèque. Archive ou bibliothèque est un endroit où on dépose les livres ou des documents afin de s'y référer. Donc, il faut un ordre, il faut une organisation. La guénitza est une sorte de poubelle sacrée. On y jette les documents ou des livres
Et en principe, on ne devrait plus y toucher. Il s'agit de la préservation de la profanation. À l'origine, on pense que la Guéniza est destinée principalement aux documents qu'on appelle de Shemot, les noms. Donc les documents, les écrits, des livres, des documents, des amulettes également. Bon, amulettes, les textes magiques, c'est un problème, mais en principe, des manuscrits qui pourraient contenir les 4 consonnes du nom des dieux. Donc le nom des dieux. Voilà. Donc l'origine de la Guéniza serait sacrée. Donc pour préserver les documents de la profanation. Donc sacré et caché, ce que montre assez bien la façon dont on est sous le plancher de la synagogue et le long de l'escalier, et où nous sommes entrés par un trou qui était le trou de ce qu'on appelle en italien les tombaroli, c'est-à-dire des fouilleurs qui avaient fouillé avant nous, ou en tous les cas, eux des profanateurs du lieu, puisqu'ils détruisent et ils ne fouillent pas de façon stratigraphique, et qui font que nous, ensuite, nous avons remis dans leur contexte ces objets, ce qui fait que, par exemple, les objets dont tu vas parler, les manuscrits dont tu vas parler, sont dans des couches. Et vous avez travaillé sur des manuscrits, on les voit là en rouge, en bleu et en jaune, qui sont dans des couches stratigraphiques et que nous avons évidemment décapés en général par des passes, pratiquement au pinceau, de 5 à 6 cm. Nous sommes descendus 5 cm par 5 cm dans cette couche poussiéreuse, pulvérulente, dans laquelle tu as gardé des sacs que tu nous as confiés en nous disant quand même que c'était le moins intéressant, mais des sacs énormes quand même, qui font plusieurs kilos, des miettes, et tu as gardé des documents évidemment un peu moins en miettes, si j'ose dire. Tout à fait. Il y a une chose, alors on va reparler de la Guéniza, mais quand on voit sur la coupe, nous avons également ce que nous avons cru être un puits et qui finalement n'est sans doute pas un puits dans la maison à côté. Est-ce que tu peux peut-être en dire un mot, puisqu'on ne va pas insister dessus, mais ce que ça peut être et le rapport avec la Guéniza? Donc bien entendu, nous n'avons pas suffisamment de données en ce moment, mais la présence d'un puits dans les alentours d'une synagogue pourrait effectivement signifier la présence d'un bain rituel juif qui fait partie des institutions absolument nécessaires, obligatoires du judaïsme. Donc dans chaque quartier juif, souvent à côté, ou même parfois dans le même bâtiment qu'une synagogue, on trouve un bain rituel, le mikvé. En principe, le mikvé peut être alimenté par la nappe phréatique. Donc c'est tout à fait possible que le puits que nous avons trouvé ici fait partie effectivement d'un bain rituel. Mais pour ça, nous allons attendre l'étape suivante de la fouille. Nous attendons d'ailleurs les étapes suivantes pour sortir, pour découvrir plus de manuscrits, parce que nous savons très bien qu'il y a d'autres manuscrits qui sont toujours restés sous les planchers de la synagogue dans la Guéniza de Figuig. Dans ce dialogue absolument nécessaire entre les spécialistes des textes, la connaissance des manuscrits, des imprimés, etc., et l'archéologue, il y a 2 choses qui me paraissent intéressantes dans ce que tu viens de dire. D'abord sur le bain rituel. Bon, le bain rituel, évidemment, moi, la première réaction que j'ai quand je cherche de l'eau, et quand j'ai de l'eau dans l'Antiquité notamment, Yvon Tébert, par exemple, avait sa thèse sur les termes romains, c'est où entre l'eau, où elle sort, les canaux, les canalisations, etc. Et là, j'étais surpris, puisque les architectes me disaient, mais il n'y a pas. Il n'y a pas d'arrivée d'eau, il n'y a pas de sortie d'eau, etc. Bon, j'ai vu mes collègues de Cologne qui sont en train de fouiller la synagogue de Cologne, aux limites du praetorium romain, et ils me disent, en effet, c'est dans la nappe phréatique, ça s'écoule tout seul, etc. Alors, ce qui nous permet, nous, de retourner au bain rituel à Figuig, parce qu'en effet, la pente aujourd'hui de l'eau a changé, puisque le niveau du sol s'est élevé depuis les années 50, 60, surtout 80, avec les trottoirs, avec différentes choses, alors que ta réflexion nous a poussé et poussera probablement les prochains archéologues à se dire, mais la pente étant différente, est-ce que nous ne sommes pas en effet dans ce cas, c'est-à-dire d'une eau qui vient d'infiltration vers le niveau le plus haut de la fouille et qui coule ensuite vers les jardins, etc. Et l'autre question évidemment, quand tu dis, nous avons des textes, alors je viens de le découvrir aujourd'hui, nous avons des textes sur les pratiques funéraires, sur cette société, entre notre maison Amsalem qui était 80 000 et la maison qui est occupée aujourd'hui par des nomades 60 000, nous avions 2 petites pièces,
avec un puits, et nous avons pensé à un moment, évidemment, mais c'était une hypothèse, hein, c'était absolument pas une preuve, que nous avions en effet le lieu de la communauté funéraire rabbinique. Donc, il est tout à fait possible, en refouillant ces lieux-là, dans les années qui viennent, de voir un peu comment fonctionne l'ensemble de la communauté, avec sa maison du rabbin, la dynastie, j'allais dire, autour du rabbin, la synagogue, sa guéniza, et puis les pratiques funéraires. Donc, on aurait quelque chose, évidemment, de beaucoup plus complet que ce que nous avons eu comme intuition il y a 5-6 ans. Depuis que les savants s'intéressent aux guénizotes en général, nous avons constaté que les guénizotes c'est pluriel du mot guéniza en hébreu, contiennent également des textes profanes, de textes de la vie quotidienne, des listes des emplettes, des exercices des enfants, des lettres privées, des comptes, des lettres des banquiers, etc. Aussi des livres qui ne sont pas nécessairement des livres sacrés, des livres de sciences, de belles lettres. Donc, bien sûr, l'institution de la guéniza aujourd'hui très connue, car à la fin du XIXe siècle, en 1896, Solomon Scherter, qui était professeur à l'université de Cambridge, a découvert la fameuse guéniza du Caire, où 300 000 fragments de manuscrits ont été découverts, des manuscrits qui datent du 9e jusqu'au 19e siècle. Mais la plupart de ces manuscrits proviennent de l'époque fatimide en Égypte, donc jusqu'à la fin du XIIe siècle à peu près, donc de l'époque médiévale. Et sans cette guéniza du Caire, l'étude du judaïsme médiéval oriental aurait été pratiquement impossible. C'est vraiment une source extraordinaire, très riche, parfois une source unique pour l'histoire de la communauté. Et je pense que nos documents de Figig, même si les documents, la guéniza de Figig, ne nous montrent pas les origines de la communauté, ni l'histoire médiévale de la communauté juive ou de la ville de Figig en général, le rôle de cette guéniza est quand même extrêmement important, pour deux raisons. D'abord, cette guéniza nous donne des éléments sur l'histoire moderne de cette communauté. Donc, nous avons dit fin 19e, 20e siècle. Elle nous informe également sur l'emploi de l'écrit à la main, des manuscrits, jusqu'à la fin de l'existence de cette communauté. Donc, nous avons bien entendu des livres imprimés, et à côté, nous avons toujours des livres qui ont été écrits à la main, des sermons des rabbins qui ont été copiés et publiés, des traductions en arabe de la Bible qui sont toujours en manuscrit, des manuels de la Chevra Kadisha de Figig. Donc, Chevra Kadisha, il s'agit de pompes funèbres, d'une organisation, d'une association qui s'occupe de la préparation des corps des défunts pour l'enterrement, qui d'ailleurs est une association, l'appartenance à une telle association est très honorifique dans le judaïsme. Donc, nous avons trouvé un livre spécifique pour Figig. L'idée de la guéniza est une idée de la préservation de la profanation des documents qui pourraient contenir le nom de Dieu. De la profanation, mais pas de la destruction. Il ne s'agit pas de les garder intacts. Ces documents sont supposés se décomposer de manière naturelle. Certains sont même, quand la guéniza, la pièce à la synagogue ou une boîte, aujourd'hui dans les rues de villes israéliennes, ce sont des poubelles en métal qui servent d'une guéniza. Donc quand une telle boîte est pleine, qu'est-ce qu'on fait avec les documents? On n'a pas le droit de les brûler, détruire, jeter, on les enterre dans un cimetière. Mais il s'agit de ne pas les profaner de manière intentionnelle et par l'homme. Voilà. Donc l'origine d'une guéniza est clairement une origine sacrée liée à la croyance, au caractère sacré de la langue et l'écriture hébraïque. Donc ça c'est l'origine. Mais comme souvent, la réalité découverte par les archéologues n'est pas celle que nous trouvons dans des textes sacrés qui parlent spécifiquement des éléments sacrés, n'est-ce pas? Donc, les découvertes dans les guénizas montrent que les écrits dans d'autres langues que l'hébreu ont trouvé leur lieu, dans la guéniza également, et qu'il y a des écrits que, en principe, nous ne savons pas en fait pourquoi ces écrits se trouvent dans la guéniza. Il s'agit des écrits de type purement profane. Donc nous sommes confrontés ici à une sorte de paradoxe. Nous ne comprenons pas. Si, je pense que c'est assez important de se rendre compte tout simplement comment la guéniza fonctionne dans la société pour comprendre pourquoi les documents qui sont entreposés dans la guéniza ne sont pas nécessairement des documents sacrés.
Donc, oui, là, on avait d'ailleurs un chèque avec endossement. Exact. On a un autre lieu dans lequel vous avez des documents, et je crois que vous les avez regardés également, c'est les fameuses banquettes de la synagogue, Exact. qui également sont une espèce de cartonnage dans lequel il y a du papier, de la boue, de la cire, etc., et qui était simplement le lieu où on s'asseyait autour des lieux de prière. Donc pourquoi les textes non sacrés se trouvent dans la Guéniza? Il faut peut-être réfléchir comment les documents sont entreposés dans la Guéniza. Donc comprendre la dynamique de ces gestes de venir dans la Guéniza, jeter les manuscrits. Quels documents sont jetés dans la Guéniza? Quand? Donc bien entendu, quand ce sont les rouleaux de la Torah ou les Megillot d'Esther, les livres de prières utilisés dans la synagogue, une fois ces textes deviennent illisibles, on les traite avec le respect, on les entrepose dans la Guéniza. Nous sommes entièrement dans le sacré, il n'y a pas de problème. Mais les documents des livres que vous gardez à la maison, l'archive de votre appartement, vous les gardez chez vous, ça peut contenir des manuscrits également, ça peut être en hébreu. Parfois, les familles gardent leurs archives familiales pendant des siècles, décennies, voire des siècles. C'est quand même très important. Et à la fin, des générations après, arrive, il y a une boîte de papier, tout simplement de vieux papiers. Qu'est-ce qu'on fait avec cette boîte? On va les trier. Bon, ce sont des papiers des grands-pères, ça n'a plus aucun sens. On n'a pas vraiment droit de les jeter parce que qui sait, peut-être il y a un document qui contient le nom de Dieu. On pourrait, nous, les juifs religieux, se rendre coupables de la profanation. Alors on va prendre les papiers, on va les déposer à la Guéniza en entier. Donc nous trouvons des choses comme ça. Dans la Guéniza du Caire et dans la Guéniza de Figuig, nous trouvons des documents, des écrits qui ont été réutilisés déjà probablement dans des maisons. Donc il y a des écrits, des lettres, des contrats, par exemple des contrats de mariage. Le verso d'un tel contrat est blanc, donc quand les enfants apprennent à lire et à écrire, pourquoi leur donner des feuilles de papier blanc? On leur donne de papier utilisé déjà une fois. Donc ça compte pour le parchemin au Moyen-Âge, le papier au Moyen-Âge dans les pays arabes et le papier jusqu'à l'époque moderne. Donc on écrit sur les versos, on recycle, on s'amuse, on dessine, on peut écrire deux contrats complètement qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, de deux côtés sur recto et verso de la même feuille. Donc la réutilisation des manuscrits peut arriver, le recyclage peut arriver avant leur déposition dans la Guéniza. Mais de ce que nous avons vu à Figuig, peut-être ça arrive également après. Donc la banquette a été confectionnée avec les documents. Nous avons l'impression qu'ils ont été pris à la pelle dans la Guéniza, mélangés avec de la terre et de la cire et utilisés pour faire la banquette. Donc effectivement, les documents déjà entreposés dans la Guéniza auraient pu être employés. Voilà. Donc quand nous parlons du sacré et du profane, c'est extrêmement important parce que la frontière, dans le cas des manuscrits hébreux, la frontière peut être extrêmement floue. Voilà. Il y a eu pendant longtemps une idée que les Juifs ne recyclaient pas les livres en hébreu. On pensait que, par exemple, quand on travaille sur les palimpsestes, donc les documents extrêmement anciens de la Guéniza du Caire, du 9e voire 10e siècle, l'idée était que les Juifs écrivaient leurs textes sur des textes non juifs, donc sur du grec, du géorgien, quand il s'agit de la Guéniza du Caire, voire sur le latin. Mais depuis quelques années, moi-même, j'ai retrouvé plusieurs palimpsestes, textes hébreux, qui sont écrits sur des textes hébreux, qui ont été lavés auparavant. Et même de textes faisant partie de la Bible, donc des Haftarot, livres des rois, etc. Je travaillais moi-même sur des textes tout à fait sacrés qui ont été lavés pour écrire un autre texte hébreu. Donc je pense qu'il est extrêmement important. Bien sûr, il est tout à fait évident que les textes sacrés nous transmettent une opinion, une idée concernant l'hébreu comme une langue sacrée, l'hébreu comme une langue de la création. Nous savons que le Midrash nous rapporte toutes sortes d'histoires absolument magnifiques de la création du monde par Dieu, avec la Torah écrite qui a été utilisée comme le livre d'architecte pour la construction du monde, etc. Dieu qui crée le monde avec les paroles de la langue hébraïque, mais aussi avec l'écrit de cette Torah, donc avec les lettres de l'alphabet hébreu. Donc il y a bien sûr cet aspect du judaïsme qu'il ne faut absolument pas négliger. En même temps, la réalité de ceux qui travaillent sur les manuscrits hébreux et notamment sur les manuscrits recyclés, ce que nous faisons dans le cadre de ce projet et aussi dans le cadre d'un autre projet sur lequel nous travaillons qui s'appelle Books Within Books et qui est entièrement consacré aux fragments des manuscrits hébreux utilisés dans des reliures,
au Moyen Âge en Europe. Donc nous trouvons une réalité qui ne correspond pas tout à fait à cette sacralité de l'objet. Donc l'objet peut être recyclé, réutilisé. Il y a aussi un côté économique dans la production des livres qui est important. À l'origine, évidemment, la grande surprise, c'est pour, j'allais dire, un archéologue de l'Antiquité, habitué plus, j'allais dire, à la céramique, éventuellement au bois, à la pierre, etc., d'avoir ce genre d'objet, dont, je dois le dire, quelques-uns, alors non seulement des étudiants, mais même des archéologues nous disaient, mais attendez, qu'est-ce que vous faites à conserver quelque chose comme ça? C'est une poubelle, ouais. C'est quelque chose d'extrêmement récent, et on ne détectait même pas que c'était une reliure de livre, parce que tu dis, c'est pas très beau, c'est pas très propre, mais c'était dans la terre, voilà. Beaucoup plus sale encore. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que nous soyons très vigilants quand nous fouillons à tout conserver, puisque vous avez découvert, finalement, il y avait à l'intérieur, je ne sais plus combien, mais 60, 70, 80 fragments, etc. Exact. Ouais. Donc, c'est ce que les archéologues ont vu. Donc, effectivement, l'objet assez inhabituel pour une fouille archéologique. En principe, les documents, les reliures, les livres, on pense immédiatement à une bibliothèque ou archive. Non, les archéologues doivent quand même ouvrir les yeux. Fouiller les poubelles. Et voilà. Ne pas avoir peur de fouiller les poubelles. Tout à fait. Et donc, il y a de plus en plus aujourd'hui en Europe des découvertes des guénisotes, qui étaient, comme je vous ai dit, des poubelles sacrées. Et ce sont les archéologues principalement qui découvrent et qui travaillent sur la conservation de ces manuscrits.
Donc, comme vous savez, c'était Luca Baradi, le conservateur, qui a détaché petit à petit, progressivement, les fragments des imprimés et des manuscrits de cette rayure. Pour des rayures, nous avons de l'expérience. Il y a beaucoup de projets qui concernent les rayures médiévales. Le problème technique qui se pose avec les rayures médiévales est, de manière paradoxale, moindre qu'avec les rayures plus modernes ou contemporaines, comme celle-ci. Car aussi bien le papier que les encres médiévaux sont d'une qualité extraordinaire. On fait toujours le test pour voir si l'encre va tenir le coup. Donc, parce qu'il y a toutes sortes de types d'encre, certains résistent à l'eau, les autres non. Donc les encres modernes, beaucoup moins que les encres médiévales, qui étaient d'habitude faites à la base de la noix de Galles. Donc il faut vraiment faire très attention en faisant cette expérience. Pour cette raison, ce sont des conservateurs spécialisés qui le font. Dans notre cas, il n'y avait absolument pas la possibilité de procéder de cette manière. Nous avons fait un test, bien sûr, pour savoir si nous pouvons mouiller les documents afin de les décoller, parce qu'il faut absolument dissoudre la colle pour pouvoir séparer les documents. Mais nous avons constaté que le papier est trop fragile pour pouvoir le mettre dans l'eau. Donc le papier se serait dissous tout simplement si nous l'avions mouillé de cette manière. Les encres tiennent de façon différente des encres médiévales? Oui, oui, sont beaucoup plus résistantes, mais ici, il faut dire que les encres qui ont été utilisées, c'était des encres traditionnelles avec la noix de Galles. Les encres sont indélébiles dans l'eau. Pour nous, c'est extrêmement fragile et les premières choses que l'on a fait, léger brossage, etc., on a demandé tout de suite des conseils. Et en même temps, tu dis que finalement, ça n'est pas aussi fragile que cela. C'est-à-dire que je te l'ai vu manipuler tout à l'heure, finalement, tu le manipules assez bien. Oui, non, je ne joue pas au foot avec le manuscrit, bien entendu. Mais si vous le prenez délicatement, avec amour, je dirais, n'est-ce pas, en faisant un tout petit peu attention, effectivement, les manuscrits, une fois conservés, sont assez solides. Il faut dire que dans un contexte archéologique, ils ont subi des choses beaucoup plus dures que notre traitement de recherche. Ceci dit, ce sont des manuscrits fragiles, donc il faut faire très attention. Et il faut aussi savoir qu'une fois sortis, une fois conservés, c'est quand même bien que les manuscrits soient utilisés, lus. Il faut les préserver, bien sûr, à l'abri de l'humidité, à l'abri de la lumière directe, dans un endroit sec et si possible, relativement froid. Mais il ne faut pas hésiter, s'il y a des lecteurs qui veulent les utiliser, les étudiants qui veulent les lire, bien sûr, en faisant très attention, ils peuvent le faire. C'est bien que le manuscrit respire, voilà, il faut absolument en profiter, il faut que nous leur avons donné une deuxième vie, il faut que ces manuscrits en profitent. Il aura donc sa troisième vie, s'il est étudié. Troisième vie, justement. D'accord. À la fin de ce travail, nous avons obtenu 25 fragments, dont la moitié à peu près sont des fragments des imprimés, soit des textes talmudiques, soit des textes bibliques, soit des textes des commentaires, et le reste sont des manuscrits, soit des fragments provenant des livres, donc aussi des livres de type rabbinique, donc les commentaires talmudiques. Et donc là, nous avons par exemple une marge, donc nous voyons bien que la marge a été bien observée. Malheureusement, le fragment est trop petit pour pouvoir connaître la taille ou les dimensions exactes ou les caractéristiques précises codicologiques de ces livres, mais il s'agit d'un fragment qui provient d'un livre et qui est écrit en écriture cursive de type marocain. Nous avons également des lettres privées, des fragments de lettres privées, toujours en écriture marocaine, juive marocaine, c'est-à-dire il s'agit de l'écriture hébraïque qui est employée pour un dialecte de la langue arabe. Nous avons trouvé des documents en judéo-arabe marocain, donc le dialecte marocain qui est écrit en caractère hébreu, mais nous avons également trouvé des documents en judéo-marocain, c'est-à-dire le dialecte spécifiquement juif. Donc il ne s'agit pas de dialecte de tout le monde, donc le dialecte de toutes les personnes qui parlent arabe, donc aussi bien juifs que les non-juifs, écrits en caractère hébreu, mais vraiment un dialecte spécifique aux juifs de ces lieux. Le dialecte juif est surtout utilisé pour la correspondance privée, bien sûr, entre les juifs. Très peu ou pas du tout de contact avec les berbères? Le berbère, il y a uniquement des mots. Parfois, dans un contexte d'une lettre en arabe, on découvre des mots en berbère. Nous ne les avons pas encore étudiés, donc nous allons faire appel aux spécialistes de l'école pratique de hautes études, notamment de la langue berbère, des dialectes berbères, pour pouvoir étudier ces mots. C'est assez semblable à ce que nous avions trouvé en épigraphie dans les deux cimetières.
C'est-à-dire à la fois de l'arabe, de l'hébreu et un peu de berbère Voilà. ou des mauvaises traductions, etc. hein. Exactement, Ouais, c'est exactement le même C'est le même contexte, contexte. c'est la même D'accord. datation également, donc 19e siècle, plutôt fin 19e siècle et le 20e siècle. Donc le terminus ad quem, c'est bien sûr le départ des Juifs de Figigue, soit pour la France, soit pour Israël, en 1954. Donc nous trouvons vraiment des documents concernant la dernière couche historique de cette communauté. C'est ça. Et le troisième type des écrits que nous avons trouvés, aussi bien dans la reliure que dans la Guéniza, donc parmi d'autres fragments de Figigue, ce sont des amulettes, des talismans, des textes magiques. Les rabbins de Figigue étaient réputés pour écrire des amulettes qui étaient utilisées dans un but médicinal. Donc la première phrase qui lit Goel oti mikol, et on s'attend Ra'a, celui qui me sauve, bien sûr Dieu, celui qui me sauve de tous les mal. Donc il s'agit d'une amulette, clairement une amulette protectrice qui s'adresse à Dieu. Et nous avons effectivement les symboles d'étoiles de David qui sont très tardivement devenus des symboles du judaïsme. Et à l'intérieur de l'étoile, nous avons le mot Shaddai, qui est un des mots qui est donné à Dieu d'Israël. Voilà. Alors, à l'origine, avant qu'il finisse dans la couverture, donc une amulette était conservée dans une famille, était gardée par la personne qui avait demandé l'amulette au rabbin. Qui l'a rédigée? Donc, c'est dans les cas... Donc, écoutez, c'est une très longue histoire, parce que bien sûr, le rabbin, théoriquement, depuis l'époque du Talmud, était strictement opposé à la magie. Mais il la pratiquait quand même. Cependant, la magie pratiquée par un praticien non rabbin était considérée comme quelque chose de très mauvais. En revanche, la magie pratiquée par un rabbin était considérée comme partie de la religion. Bien sûr, des grands savants peut-être ne le faisaient pas, mais les rabbins courants, les rabbins communautaires, depuis l'Antiquité tardive, effectivement, écrivaient des amulettes. Et nous avons, c'est une activité attestée dans toutes les communautés juives à travers le Moyen-Âge. Donc effectivement, il y avait la magie rabbinique, la magie non rabbinique. Les amulettes que nous trouvons, c'est exactement la même chose. Dans les cas de Figigue, nous avons, étant donné qu'il s'agit de manuscrits récents, nous avons heureusement la confirmation par les personnes qui se souviennent encore de comment les amulettes fonctionnaient dans la société. Donc il y a eu des histoires absolument extraordinaires. On nous parlait encore au début des années 50 d'une fillette qui était malade, d'un rabbin qui lui a fait le talisman, l'amulette pour la guérir, et nous avons retrouvé au cimetière la tombe de la même fille. Donc effectivement l'amulette n'a pas marché, mais nous avons trouvé l'amulette du rabbin. Donc nous ne l'avons pas dans la reliure, il a été trouvé dans la Guéniza du Figigue, mais nous avons l'amulette, nous avons la tombe et nous avons le récit. Donc nous pouvons vérifier d'une telle manière ce que nous retrouvons parmi les manuscrits qui ne proviennent pas de Figigue, des époques plus anciennes, donc de l'époque médiévale. Nous trouvons des amulettes dans la Guéniza du Caire, nous trouvons des amulettes copiées ou conservées avec des manuscrits qui se trouvent dans les collections de manuscrits, même à la Bibliothèque nationale ou à Cambridge. Il y a des amulettes. La question qui se pose, est-ce que nous sommes complètement dans la religion populaire non officielle ou est-ce que ça fait partie de la religion juive? Et aujourd'hui, grâce aux découvertes comme ça, qui justement Figigue nous permet de confirmer le rôle de la religion officielle, donc du rabbinat, du rabbin tout simplement, dans ces pratiques qui en principe sont considérées comme des pratiques populaires. Non, ça faisait partie du judaïsme au moment où c'était pratiqué par des autorités rabbiniques. Et là, tu ne parles que de pratiques au sein de la communauté juive. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement, j'allais dire, ou un transfert culturel, ou en tous les cas des contacts culturels qui feraient qu'un musulman irait demander au rabbin ou, par l'intermédiaire d'un imam, demanderait au rabbin qu'il estime être peut-être plus actif, j'allais dire, ou plus en tous les cas, une amulette? Tout à fait. La magie des autres, c'est toujours plus efficace. Ça, c'est évident. C'est évident. Donc, tout d'abord, au niveau des textes magiques, au niveau des textes des amulettes, il y a des travaux aujourd'hui qui travaillent sur les formules, sur le vocabulaire, sur les noms des dieux, ou des anges qui se trouvent dans ces amulettes. Il y a des spécialistes, notamment le professeur Gidon Bohak à l'université de Tel Aviv, qui travaillent sur les textes magiques.
qui tout simplement a décidé de les prendre au sérieux. Il y a Emma Abate, qui était une doctorante et post-doctorante à l'école pratique des hautes études, qui a également travaillé sur les amulettes de la Geniza du Caire, notamment de l'Alliance israélite universelle à Paris, des amulettes qui dateraient à partir du 11e jusqu'au 18e siècle, donc ça touche un tout petit peu à notre époque de Figuig, donc c'est très 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 intéressant. Donc ces personnes travaillent également sur les textes magiques, les textes des amulettes. Et on découvre que c'est une continuité de tradition des formules de l'époque romaine, à partir de l'époque romaine. Donc il y a de mots, parfois du grec déformé en caractère hébreu, qui se retrouvent même au 19e et 20e siècle. Les formules sont assez répétitives et en même temps, il y a des ajouts donc avec l'émigration des Juifs, bien sûr, il y a des ajouts arabes, il y a des mélanges. Donc déjà, au niveau des amulettes, il y a des mélanges de pratiques, mais aussi quand nous lisons des textes du Moyen-Âge, mais aussi quand nous parlons avec les personnes qui se souviennent encore du rabbin de Figuig, effectivement, la clientèle du rabbin, ce n'était absolument pas uniquement des Juifs, c'était tout l'entourage, c'était tous les voisinages. Donc effectivement, la magie, c'était, il faut le dire, je pense que c'est extrêmement important, un point de rencontre entre les peuples et les civilisations. La prière de la synagogue ne l'était pas. C'était réservé, ainsi que la prière de la mosquée. Mais l'écriture des amulettes, c'était le lieu privilégié de rencontre entre les cultures. D'accord. Tout le monde avait besoin d'être soigné. Qu'est-ce que tu verrais, je dirais, comme objectifs principaux, comme piste intellectuelle, au niveau pratiquement méditerranéen, patrimonial? On a parlé beaucoup, évidemment, parce que vous en êtes les spécialistes de cette communauté, mais nous avons la même chose avec le cimetière chrétien et la cathédrale, c'est-à-dire qu'il y a de l'épigraphie, il y a des choses extrêmement intéressantes, comme par exemple, on voit une épidémie à travers, alors à la fois les archives, mais aussi le cimetière. On voit tout d'un coup 15, 20, 30 morts le même mois, etc. Donc on a une épidémie probablement de typhus dans les années 28-30. On a une communauté musulmane dont la mémoire reste forte entre arabes, berbères, etc., soufistes, non-soufistes, etc., dans cette ville de Figuig. Et on a des mosquées, des marabouts, on a des archives également, on a des cimetières qui parfois s'effacent. C'est le cas par exemple à Tashraft, où on en voit un qui est en train, par la construction de la route, par le garage qui s'est étendu, de disparaître. Donc, dans cette interculturalité, dans ces projets où aujourd'hui l'UNESCO vient de classer sur la liste indicative Figuig, qu'est-ce qui pour toi et pour ton équipe est le plus intéressant? Tout d'abord, préserver la mémoire de cette communauté, c'est tout à fait évident. Donc, effectivement, le travail archéologique qui a été fait, le travail sur les cimetières, le travail des épigraphistes qui a été fait est extrêmement important pour l'histoire de cette communauté. Donc, en médiéviste, comme je vous ai déjà dit, bien sûr, je voudrais beaucoup remonter aux origines de cette communauté. Donc, le premier souhait, c'est la continuité de la fouille archéologique. Parce que nous savons que nous sommes toujours sur les couches stratigraphiques les plus hautes de tout ce que nous pouvons trouver à Figuig. Et dans l'histoire des origines, il ne faut même pas oublier que nous sommes confrontés à quelques réalités. Exact. Et nous sommes confrontés à des mythes. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec Nabuchodonosor, on est arrivé après la chute du temple de Titus. Exact. Et puis aujourd'hui, tu nous dis, on va être un peu déçus, mais enfin, en gros, ils sont peut-être arrivé avec les Français dans les années 1900, etc. À Beni Ounif, c'est très clair. En revanche, à Figuig était quand même au Moyen-Âge une communauté très importante, donc c'était un centre culturel et commercial très important parce qu'il s'est situé sur la route de commerce vers l'Afrique, vers le sud, le Sahara, etc. Donc Figuig était également un centre des sciences musulmanes, donc de la théologie musulmane qui était extrêmement important. Il y a eu des lieux de pèlerinage, le mosquée très important. Pour l'histoire médiévale des Juifs en Maroc, nous savons en fait très très peu de choses sûres. Nous avons quelques documents de la Geniza du Caire qui mentionnent les villes marocaines. Donc nous connaissons la présence juive au Maroc à l'époque médiévale. Le grand espoir, c'est que le fouille à Figuig puisse remonter un tout petit peu dans le temps. Pour le moment, les documents que nous trouvons sont de l'époque moderne. La datation des manuscrits que nous avons trouvés à Figuig correspond à la datation des cimetières de Figuig, des pierres tombales. Cela correspond également aux archives qui existent
les archives d'Oran, les archives de l'Institut Pasteur algérien, etc., qui ont été examinées par Sarah Goldstein, dont je vous ai parlé dans son mémoire de maîtrise. Cependant, les archives existantes sont des archives qui n'émanent pas de la communauté juive. L'importance des documents que nous trouvons, c'est que ce sont des documents qui émanent de cette communauté-là. Et c'est la seule trace de l'histoire de cette communauté que nous avons. Et en plus, c'est une trace écrite dans quelque chose d'absolument extraordinaire. Quelles sont les pistes de recherche? Pour les manuscrits hébreux, nous avons fait un inventaire concernant tous les manuscrits pour les rendre accessibles, qui sera publié comme un appendice dans la publication dont tu as parlé. La chose très importante est l'étude, la publication des textes en dialecte judéo-arabe. Je pense vraiment que les documents que nous avons trouvés sont une contribution très importante au niveau linguistique, au niveau dialectal, donc l'étude de la langue des Juifs, de la langue arabe de Figig et aussi de quelques mots de berbère que nous avons trouvés. Pour les paléographes, ces découvertes sont extrêmement importantes parce que nous savons beaucoup sur la paléographie du Moyen-Âge. Depuis les années 60, il y a beaucoup de travaux qui concernent les manuscrits hébreux de l'époque médiévale. Les époques post-médiévales sont une sorte de terra incognita complètement vierge. Nous savons très peu dans ce domaine, et moi personnellement, donc médiéviste, venant de cette tradition, de la tradition développée notamment en France par Colette Sirat, mon prédécesseur à l'école pratique d'autres études, effectivement, le contact avec les manuscrits de Figig était une découverte importante, d'abord parce que nous travaillons sur l'emploi de l'écrit, donc de manuscrits à l'époque tout à fait moderne, mais aussi du point de vue de l'étude de l'écriture, il y a un développement de l'écriture qui est assez intéressant et qu'il faut étudier absolument. Donc voilà, ce sont des pistes que je suivrai. Et aussi, je pense qu'un aspect extrêmement important, c'est l'étude des contacts, notamment l'histoire des contacts de la communauté des Figig avec les autres communautés juives, mais aussi les institutions, parce que nous sommes au XIXe siècle, donc nous sommes à l'époque du développement des institutions déjà françaises, n'est-ce pas? Donc il y a la poste, il y a toutes sortes il y a les banques, il y a les institutions, nous trouvons des chèques bancaires, donc des choses extrêmement importantes qui nous permettent peut-être de suivre le développement non seulement intellectuel, mais aussi pratique, le développement économique, le développement du commerce. Nous avons notamment des listes des commerçants des Figig, de listes de courses, etc., qui nous permettraient peut-être de comprendre le fonctionnement et aussi le fondement économique de cette communauté, tout simplement histoire économique de Figig à cette époque-là. Donc je pense à des contacts avec les villes, principalement les villes algériennes d'aujourd'hui. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'autres objets de la vie quotidienne. On a du verre, on a de la céramique, donc on est en train de faire des catalogues. Ici, on en voit un peu, toujours aussi relativement récent, pas tout, mais enfin en tous les cas récent. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a une synagogue qui a disparu et on en a une qui est encore non touchée, mais qui est squattée, qui est occupée par une famille, qui est celle de Zenaga. Et on a un phénomène aussi intéressant, on parlait tout à l'heure du Mela, on a un phénomène de ghetto qui semble se créer avec finalement les lois juives de 1940-1941, et pas avant. Les Juifs sont dispersés entre la mosquée, le bas du village de Loudarir, etc. Et tout d'un coup, on a une montée d'abord des maisons, c'est-à-dire qu'on construit un peu plus d'étages, et la communauté vient se resserrer parce que les lois juives de 1940-41 obligent à ce qu'on appelait le Mela, et qu'on croyait être très très ancien, et qui semble en effet à Figig être relativement récent et lié aux lois de 1940.